Je vais lire ce matin quelques pages d'Assia Djebar que j'ai déjà évoquées dans quelques vidéos publiées dans cette chaîne, et notamment j'ai procédé hier à la lecture de 2 extraits d'un livre qui s'appelle Le Blanc de l'Algérie, consacré à la mort de Camus et à celle de Jean Sénac. Je voudrais ici reprendre ce livre, Le Blanc de l'Algérie, pour vous lire les 20 ou 25 pages de début de ce livre, qui vous montrera à la fois ce que recherche Assia Djebar en écrivant ce livre, et qui vous montrera son style, en espérant que cela vous conduise à lire son œuvre, et notamment ce livre, Le Blanc de l'Algérie. Elle le publie en 1995 aux éditions Albin Michel, au sortir de la décennie absolument horrible pendant laquelle les islamistes ont commis des assassinats absolument affreux, moyenâgeux, et pendant laquelle l'Algérie a beaucoup souffert. Et elle évoque ici, au départ, 3 de ses amis tués par les islamistes, mais elle élargit ensuite sa vision et elle parcourt tous les morts qui ont été le sort de l'Algérie pendant des années et des années, puisque ce pays est passé de la guerre d'indépendance à la guerre contre les islamistes et n'est jamais sorti, d'une certaine manière, de la violence. Elle évoque ici notamment son ami Abdelkader Al-Loula, qui était un homme de théâtre. Je vais donc vous lire le début de ce livre. Et il commence par un exergue où elle met en souvenir de 3 amis disparus, Mahfoud Boussebsi, Mahmed Boukosba, Abdelkader Al-Loula. Et elle a une page de garde ensuite où elle cite 2 grands auteurs algériens. D'abord une phrase de Kateb Yassine: « Hâtez-vous de mourir, après vous parlerez en ancêtre. » Et une phrase connue d'Albert Camus, très belle aussi, lors de son appel pour la trêve civile, dans laquelle il écrit: « Si j'avais le pouvoir de donner une voix à la solitude et à l'angoisse de chacun d'entre nous, c'est avec cette voix que je m'adresserai à vous. » Et voici son livre. J'ai voulu, dans ce récit, répondre à une exigence de mémoire immédiate, la mort d'amis proches, un sociologue, un psychiatre et un auteur dramatique. Raconter quelque éclat d'une amitié ancienne, mais décrire aussi, pour chacun, le jour de l'assassinat et des funérailles, ce que chacun de ces 3 intellectuels représentait dans sa singularité et son authenticité, pour les siens, pour sa ville d'origine, sa tribu. S'est installé alors en moi le désir de dérouler une procession, celle des écrivains d'Algérie, depuis au moins une génération,
saisis à l'approche de leur mort. Celle-ci accidentelle, par maladie, ou, pour les plus récents, par meurtre. Je ne polémique pas, ni non plus ne pratique l'exercice de la déploration littéraire. Le plus simplement possible, et pour certains, après enquête auprès de quelques proches, je rétablis le récit des jours, avec parfois des signes naïfs, des présages, à l'approche du trépas. Le blanc de l'Algérie n'est pourtant pas un récit sur la mort en marche en Algérie. Peu à peu, au cours de cette procession, entrecoupée de retours en arrière dans la guerre d'hier, s'établit, sur un peu plus de 30 ans, et à l'occasion d'une vingtaine de morts d'hommes et de femmes, de plumes, une recherche irrésistible de liturgie. Se regroupent, se rassemblent, puis se dispersent autour de ces écrivains couchés définitivement, certains alors que leur roman ou tel article restait inachevé, l'encre pas tout à fait séchée. Les survivants, leurs lecteurs et amis, ceux de leur famille, plus spirituels que forcément de généalogie. Ceux-ci ont tantôt versé dans les pratiques traditionnelles, surtout religieuses, au moment de l'inhumation. Mais certains, comme par exemple à l'enterrement de Kateb Yassine en novembre 1989, ont tenu à déclamer des slogans. Jeunes associations berbères, groupes féministes. On a chanté tout autant l'hymne national de l'indépendance, plusieurs styles se sont affrontés au bord des tombes ouvertes. Pour ma part, soutenu par mon souci d'un récit scrupuleux, j'ai été amené à constater que de nouveaux rituels se mettaient à l'œuvre. L'écrivain, une fois mort, et ses textes pas encore rouverts, c'est autour de son corps enterré que s'entrecroisent et s'esquissent plusieurs Algéries. Une nation cherchant son cérémonial sous diverses formes, mais de cimetière en cimetière, parce que, en premier, l'écrivain a été obscurément offert en victime propriatoire, étrange et désespérante découverte. Ces chers disparus, ils me parlent maintenant. Ils me parlent. Tous les trois. Chacun des trois. Mes amis me parlaient en langue française auparavant. Chacun des trois, en effet, s'entretenait avec moi en langue étrangère, par pudeur ou par austérité. Sauf Kader, dans une exubérance tempérée, du moins au bout de la première année d'une amitié, devenue lentement familière, puis familiale, il s'oubliait à improviser dans son arabe, à l'accent oranais, dans le récit d'anecdotes qu'il ponctuait de wa, le oui, façon marocaine, ce dont parfois je me moquais.
Or, je répondais à lui comme aux deux autres en français, faute de mieux, par neutralité. Les rares fois, me semble-t-il, où j'ai dû commencer spontanément une phrase dans mon dialecte citadin, je sus aussitôt que je lui paraissais précieuse, accadère, peut-être même surannée, cela à cause de la douceur des dentales dans l'accent des femmes de chez moi. Je suis revenu vite à l'impersonnalité française. Une seconde, à l'étincelle de son regard, je compris, conversant en arabe ensemble, nous devenions, par excès, moi, une bourgeoise des temps anciens, et lui, un villageois rude et frustre. Non, nous ne paraissions ainsi différents que par des atavismes soudains, entrevus dans les variations de la langue maternelle. Comme si le non-dit, que comportait nécessairement une amitié précautionneuse à s'exprimer entre un homme et une femme de ma terre, comme si la pulsion de silence, cette herse sous-jacente qui tentait d'effriter la plus simple de nos communications, la langue des aïeux, prête à sourdre, était là pour s'en engorger. Ainsi, autrefois, je veux dire dans la vie, nous bavardions, chacun de ses trois amis et moi, en langue française, mais cette nappe coulait toujours au-dessus d'une autre, ombreuse, la phréatique, l'invisible qui pouvait jaillir. À présent, chacun de ces chers disparus et moi, à intervalles irréguliers, nous parlons pleinement en français. Cette langue coule, ou se tisse, ou s'en mêle, mais ni masquée, ni figurante voilée, prenant la place d'une autre, la sœur de nuit. Non, elle se déploie entre nous vraiment elle-même, comment dire, à part entière. Tardivement, notre parler devient si simple. D'ailleurs, pourquoi je les nomme disparus seulement pour atténuer ce cher qui s'enracine dans une tendresse, une limpidité arabe? Ont-ils vraiment disparu? Non. Je m'entête contre l'évidence, je refuse jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette déambulation, de cette remémoration de l'après, de ce que j'ai appris d'eux dans cet après. Certes, je devrais m'en convaincre, je fixe si souvent, quelquefois en plein jour, au milieu d'une banale activité avec d'autres, avec tous les autres, eux, les solaires, les bien portants, je fixe l'image du dernier instant, quand ils sont tombés, l'un après l'autre, abattus, l'un debout, dressé de toute sa haute taille, au pied de l'escalier de son immeuble, lui, la tête en une seconde trouée, le second et le troisième, poitrine lacérée, déchirée au couteau, et il le cerne, et il l'ensanglante, et
Je me trouve, au milieu des survivants, quelquefois, l'instant d'un midi cru et blanc sur une avenue parisienne, parfois dans une ville où j'ai débarqué 2 heures avant. Je parle ou j'écoute, je regarde dans une lampée les visages, les maisons, les façades en briques, le soleil resplendissant. Alors l'ultime plan séquence déchire l'air dans un ralenti. Son coupé. Je me sors soudain égaré au milieu des autres. Cela fait plus d'1 an pour Kader, presque 2 ans pour Mamed et pour Mahfoud, qu'ils me hantent en plein jour, n'importe où, mais ailleurs, loin de la terre où on a cru les enterrer. On les a enterrés, l'un après l'autre, avec des discours, des harangues, des chants, des photographes, avec. Ils dorment vraiment là-bas. Heureusement, ils me parlent souvent, c'est cher. Ce der que je pourrais leur dire dorénavant, sans fausse pudeur, en arabe, mon arabe à moi, au dental écrasé. Ils n'ont pas disparu. Ils sont là. Ils m'approchent parfois, ensemble ou séparément, ombre qui murmure. Ainsi est survenu, dans une lumière d'un gris de scintillement, le bruit de la langue, de leur langue à eux trois, chacun tour à tour et ensemble aussi, avec moi. Un français sans nerfs, ni nervure, ni souvenir, un français à la fois abstrait et charnel, chaud par ses consonances, leur français à eux, mes amis. Ainsi, ils ont disparu, finirais-je vraiment par le croire, par le savoir, tandis que, délivré du linceul du passé, le français d'autrefois, désormais se régénère en nous, entre nous, transmué en langue des morts. Ils me parlent, désormais mes proches, mes alliés, certainement pas comme les ancêtres, que dans l'enfance ou dans notre adolescence cahoteuse, nous convoquions chacun de nous, ardemment ou hargneusement pour ma part, dans mes dialogues de confrontation avec la grand-mère possessive, ni oublieuse, ni oubliée. Ils viennent à moi, mes amis. Je ne les ai pas appelés, bien sûr, ils auraient dû rester dans ma compagnie, bien présents comme autrefois, réservés, peu loquaces. Alors qu'ils se sont hâtés, ils m'ont devancé, là-bas, si loin. Or, ils me parlent à présent, et pleinement. Tout de même, ils m'ont devancé. Parfois, l'amble de leur démarche se balance à l'horizon, au milieu d'une prairie ou dans un ray de soleil vivace. Ils se présentent tantôt en cercle au-dessus de mon lit, assis comme des saints d'images naïves, sans auréole sur la tête, tantôt silhouettes solitaires, l'un plutôt que l'autre, chuchotant tel ou tel souvenir, lui redonnant la signification autrefois suspendue ou incertaine
Tantôt, dans cette conversation qui s'en mêle, qui se tresse, qui palpite, elle frange ma sortie du sommeil d'avant l'aube. Je ne sais plus qui parle, de moi ou de celui qui m'approche. Je ne sais pas encore qui est le fantôme. Moi, à mon tour, qui me met à flotter horizontalement dans les terres, oreilles béantes, paupières fermées à peine, et mon sourire paisible dans la pénombre, le premier d'entre eux, avec sa mine habituelle, Marmède, si c'est vraiment lui, je distingue sa raideur, son visage brun osseux, il se tient debout, le même complet veston d'autrefois, un peu étroit, il tangue, il se redresse, un frôlement de sourire au-dessus de sa fine moustache brune. Je ne sais plus si cela se passe comme il y a 20 ans, dans son bureau, lui et moi, absorbés entièrement dans le commentaire sociologique que j'expose, moi, présentant donc l'enquête terminée, lui, sous-entendant que tous les moyens techniques et humains, disait-on pompeusement, dans le français bureaucratique, avaient été utiles. Mais n'est-ce peut-être pas aussi loin en arrière, seulement quelques mois avant qu'il soit parti? Nous nous trouvons, trois. Plutôt nous conversons à présent comme lorsque nous étions trois. Le troisième, l'ami commun, nous sommes installés chez moi, dans la petite maison de banlieue. Nous parlons tous deux sérieusement, mais l'ami commun plaisante, bouscule la raideur de Mamette, et je baisse les yeux. C'est cela que nous évoquons à présent à deux, dans ce langage neuf qui a tout effacé de nos réticences mutuelles, de nos retenues d'autrefois. Je me retrouve en Californie. Je dors, ou plutôt, je ne peux m'endormir à mes heures ordinaires. Alors l'ami s'est transporté au-dessus de l'Atlantique, puis a flotté à travers tout l'Ouest américain, pour, à cette heure, ni de nuit, ni de jour, se mettre à me révéler presque à demi-mot. Pourquoi, l'autre fois dans la maison de banlieue, il avait souri d'indulgence à cause de l'ami commun, notre intercesseur à l'humeur si fantasque, lui, l'impatient, le farceur. Mamède m'entretient de ces simples détails, presque de famille, et nous nous murmurons l'un et l'autre, là, dans ce lieu éloigné. J'ai déjà dit que nous parlons français. Pas comme avant. Pas par prudence ni par bienséance, pour voiler notre gêne imperceptible, notre raideur commune. Là, en terre américaine, notre pensée d'avant l'aube se déroule aussi simple, après tout, qu'aurait dû être la langue maternelle que nous partageons. Ainsi, dorénavant, chers amis, réussissions-nous si mal à dialoguer pleinement? Notre français se faisait de parade, habit de cérémonie. M'envahit tout d'un coup l'ébranlement du doute ou d'un regret, juste avant les rires de l'aurore, entre les eaux, d'un temps ni nocturne ni diurne, dans une durée sourde de fleuves sombres. Dorénavant,
auprès de vous, qu'ai-je acquis après la faille, après l'irréparable? Est-ce qu'enfin je vais pouvoir pleurer? Non pas vous pleurez, vous m'accompagnez encore, vous montez même près de moi à la garde, je le sais. Pas vous pleurez, non. Cela voudrait dire que j'aspire à retourner là-bas, au milieu du sang qui gicle, face de jeunes tueurs surgissant, une seconde dans l'œil de l'orage. Je ne pourrais que me déprendre de vivre là-bas, sur votre sillage, m'enfuir. Déplorer plutôt l'impossible du dialogue d'hier entre nous, le nœud invisible qui déviait notre parole entrecroisée, le voile suaire qui me faisait rentrer devant chacun de vous mes élans, et mon rire ne s'apercevait que sourire, ma joie montante s'endiguer pour paraître hésitation à dire oui, sauf une fois avec Kader. Vers lui. J'étais allé ce jour de fin d'hiver, là-bas. Là-bas s'exhale alors une lumière de blanc diaphane, presque irréelle, qui allonge ses journées denses, légères pourtant. J'avais pris l'avion. Mes autres amis partaient pour Carthage ou Sidi Bou Saïd. Nous avions bien travaillé ensemble. Est-ce que moi aussi, je me laisserais tenter par ces 3 jours de vacances? Mais soudain, au téléphone, je m'adressai à Kader. Vous vous souvenez, vous m'avez promis de faire connaître tout Oran. Tout, je viens. Je ne lui dis pas que j'allais sacrifier l'escapade en groupe à Tunis et à Carthage. 3 ou 4 camarades joyeux se précipitant vers d'autres qui les attendaient. Nous allâmes ensemble à l'aéroport, moi les quittant pour la direction opposée. Je m'envolai pour Oran, pour Kader dans Oran. Les semaines précédentes, il venait d'Alger, régulièrement, jusqu'à Tipaza, partager nos soirées. Je m'envolai pour l'Oran de Kader, la ville et ses tréfonds qu'il m'avait esquissés. Je le vous voyais alors, pas encore la familiarité. Un peu la famille cette fois, 3 sœurs, comme au théâtre, sans la mélancolie. L'une d'entre elles, sa jumelle presque, les yeux larges, la silhouette haute et harmonieuse, surtout un élan contenu dans chaque geste pour aller vers les autres, vers le monde. Le temps de déjeuner, de quelques rires étouffés, d'autres filles arrivées. Mais nous partîmes à 2 pour la découverte qu'impatiente j'attendais pour la ville. Là-haut, le pic Murdjadjo. En bas, loin, Mers el-Kébir et le cap Falcon. À l'est, la baie d'Oran, le port et ses docks. En même temps que le découvraient les pins du ravin des planteurs, à l'autre extrémité, Borj el-Hamar qu'on aperçoit. Au sommet, vous voyez, c'est le fort des Cigognes, qu'on roulait ensuite en voiture en plein centre. Là, l'ex-Lycée, la Mauricière, et moi, toute fière, les 2 lions de pierre, œuvre du sculpteur Cain. Au fur et à mesure qu'on sillonnait la ville, éclaboussée de cris, de rires, encombrée de garçons. Oh, les garçons d'Oran, partout, en biais contre un mur, à la verticale, au soleil,
à chaque carrefour, guetteur, rieur, circonspect. Notre navigation se nourrissait peu à peu des souvenirs de Kader. Je le harcelais. Dites-moi, montrez-moi les endroits secrets. Je veux voir les lieux clandestins. Vous vous souvenez? Nous avons évoqué une fois des persécutions contre les syndicalistes, cette pourchasse sur toi au rang. Mon ami de toujours, mon frère, dommage qu'il ait embarqué cette fois pour 3 mois au moins. Nous aurions dîné dans une gargote par là, vous voyez. Peut-être qu'à la fin de la soirée, il vous aurait répondu. Et nous arpentions les quais, un peu plus tard la promenade de l'étang. Oh, me souvenais-je l'ai vu sur plusieurs cartes postales, avec les élégantes pieds noirs du début du siècle, sous les bellons bras et les platanes. Voyez, je la reconnais, votre ville. Il riait de mon ardeur goulue à apprendre les lieux, à désirer boire leur histoire, leur mémoire. Je ne cessais pas. Montrez-moi au moins les cafés pour mauvais garçons. Après une hésitation plus bas. Et je sais que vous êtes l'ami des chanteuses licencieuses. Ainsi, nous allions ce jour-là, tantôt avec hâte, tantôt lentement, tard, je m'écroulais de fatigue chez l'ami médecin qui m'hébergeait. Voilà ces extraits du début du livre. Je termine par là, mais je ne peux que terminer en vous conseillant d'acheter ce livre et de le lire. Il évoque une période cruelle de l'Algérie, mais il le fait avec un style éblouissant. Et à le lire, on comprend plus qu'à travers toute l'histoire, à travers tous les journaux, le drame de ce pays à ce moment-là. Merci.